l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de choisir Africable Télévision pour vous informer. Bienvenue dans Afrique Soir, les titres de ce journal. L'actualité au Mali avec le procès du journaliste Boukari Daou ce mardi à Bamako. En liberté provisoire depuis le mardi 2 avril, Daou est accusé d'incitation au crime et au délit. Le délibéré est renvoyé au 23 avril prochain. Drapeau en berne jusqu'à samedi aux États-Unis, décision de Barack Obama en hommage aux victimes des attaques de Boston. Hier, peu avant 15 h, 2 bombes ont explosé à l'arrivée du traditionnel marathon de la ville, faisant plusieurs victimes. Et puis la page sportive de ce journal avec Mardi Sport. Au menu, la capitale économique ivoirienne vient d'abriter les préparatifs de l'Afrique aux Jeux Olympiques. Nous irons également au Gabon pour parler de l'élection du nouveau président de la Fédération gabonaise de football. Sur ce plateau, nous recevrons Yacouba Dansogo pour plus de détails. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous et bonsoir. Au deuxième jour de sa visite au Niger, le président iranien et son homologue nigérien ont eu des entretiens élargis. Des entretiens au cours desquels plusieurs projets ont été signés dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Cette visite s'est achevée justement ce jour par une conférence de presse conjointe. Plus de précisions avec nos correspondants permanents au Niger, Sarki Aboubakar et Raza Kabaché. Au deuxième jour de sa visite de 48 heures au Niger, un entretien élargi autour des deux présidents a réuni l'ensemble des deux délégations. Devant son homologue iranien, le président nigérien Mahamadou Issoufou a rappelé la nécessité pour le Niger de diversifier ses relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre les pays de la Oumma islamique. Cet entretien élargi a été aussi marqué par la signature de plusieurs projets de texte entre les ministres des Affaires étrangères nigériens et iraniens. Après un huis clos, une conférence de presse a sanctionné cet entretien, permettant ainsi aux deux présidents de livrer leur vision des relations entre les deux pays. Nous avons eu des discussions très fructueuses et constructives. Et notre vision et nos regards, je crois, c'est le regard de M. le Président aussi, c'est que les bénéfices et les richesses de chaque pays doivent servir aux bénéfices du pays et soit à la disposition du pays même. La visite du président est l'occasion pour nous de procéder à la signature d'un certain nombre d'accords, deux accords, et en particulier l'accord sur la suppression des visas entre le Niger et l'Iran, en ce qui concerne du moins les passeports diplomatiques et les passeports de service. Nous avons mis en place des équipes pour négocier sur d'autres projets et en particulier, vous savez, dans le cadre du programme de renaissance du Niger, j'ai une grande ambition pour la capitale, Niamey. Nous avons ce projet Niamey-Niala, Niamey-La Coquette, et avec mon frère, nous avons l'intention de mettre en œuvre un projet qui va symboliser la coopération entre le Niger et l'Iran. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad s'est ensuite envolé aux environs de 15h30 pour la troisième et dernière étape de sa tournée africaine au Ghana. Dans l'actualité également, le Sénégal avec ce point de presse du procureur spécial sur l'affaire Karim Wade. Suite à son arrestation, le procureur spécial près de la Cour de répression de l'enrichissement illicite a fait face à la presse. On l'écoute, il est au micro de nos correspondants permanents au Sénégal, Mamadou Gueye et Souleymane Anne. Nous avons lu l'intégralité du document et nous nous sommes fait une religion très précise
sur la qualité des réponses apportées par M. Wade. N'étant pas du tout convaincus de la pertinence de ces réponses, nous avons pris les mesures idoines qui ont consisté à procéder à l'arrestation de M. Wade et de tous ceux qui sont considérés comme étant ses complices dans les faits qui lui sont reprochés, et à leur placement en position de garde à vue. Et cela s'est fait sur mes instructions écrites. Maintenant, nous sommes arrivés à un point où la machine judiciaire va commencer à fonctionner normalement à partir de demain. La commission d'instruction va être saisie du dossier demain. C'est un organe composé de juges indépendants, très professionnels. Ils vont apprécier de la suite à donner à ce dossier, en toute indépendance. Justice toujours. Le procès du journaliste Boukari Daou a eu lieu ce mardi au tribunal de la commune 4 du district Bamako. En liberté provisoire depuis le mardi 2 avril, Daou est accusé d'incitation au crime et au délit. Il sera fixé sur son sort ce 23 avril. Plus de précisions avec nos reporters Aminata Mariko et Daouda Doumbia. Pour ce procès tant attendu, le tribunal de première instance de la commune 4 était pris d'assaut par la presse dans son ensemble et les organisations de défense de la liberté d'expression et des leaders de médias africains. Interpellé le 6 mars dernier pour avoir publié une lettre critiquant le traitement salarial réservé au capitaine Sanogo, le directeur de la publication du journal Le Républicain répondait devant le procureur de la République à une inculpation d'incitation au crime et au délit et pour publication de fausses nouvelles. Le tribunal va répondre aux exceptions de nullité que la défense a soulevées. La défense a estimé que la poursuite doit être annulée pour violation des dispositions du Code de la presse. En évoquant l'article 61, les avocats de la défense argumentent un vice de forme dans la procédure sur les délits de presse et demandent ainsi l'annulation de l'ensemble des poursuites. L'article 61 est formel. Lorsqu'il n'y a pas de citation telle que exigée par l'article 61 de la loi sur la presse, c'est l'ensemble de la procédure qui est nulle. Donc c'est un grand triomphe pour la presse malienne, c'est un grand triomphe pour la consolidation de l'état de droit. Et je crois que c'est beaucoup de choses qui vont concerter, qui vont conforter aussi la liberté individuelle. En raison de ce pan du dossier, l'audience a été renvoyée ainsi au 23 avril prochain pour la délibération. La presse reste sereine et confiante face à la justice. C'est tout à fait serein. La bataille n'est pas terminée. Et tant que vous êtes avec nous, je suis sûr de la victoire finale. Il y a l'espoir du fait qu'en matière de liberté publique, je pense que lorsqu'on détient une personne et lorsqu'on essaie de priver une personne de sa liberté, il faut quand même que le procureur, le ministère public rapporte les preuves. Pour un rappel, l'arrestation de Daou avait provoqué une opération presse morte au Mali suivie d'un boycottage des activités du gouvernement levé plus tard après le transfèrement à la police judiciaire du journaliste jusqu'alors détenu par les services de renseignement. Depuis le coup d'État de mars dernier, les journalistes maliens dénoncent la multiplication des arrestations arbitraires et des tentatives d'intimidation dont ils sont victimes. Juste après le procès, le comité de crise a tenu une conférence de presse. Pour plus de précision, nous avons en ligne le président de ce comité, M. Amey Cissé. Monsieur Cissé, bonsoir. Bonsoir. Que peut-on retenir de cette conférence de presse? La conférence de presse, c'était pour partager nos sentiments avec les confrères, mais surtout pour partager les sentiments de nos confrères qui sont venus du Sénégal et puis de l'Afrique de l'Ouest, nos confrères de l'Union des journalistes ouest-africains et de l'article 19 et du Conseil des éditeurs et des diffuseurs du Sénégal, qui étaient venus nous accompagner dans ce procès pour nous manifester leur solidarité. Et il y avait nos avocats qui étaient représentés par Maître Mamadou Camara. Au cours de la conférence, les confrères ont remercié l'ensemble des confrères maliens pour l'accueil qu'ils leur ont donné. Et ils ont salué aussi le professionnalisme du collectif de nos avocats. Et ils ont été fiers de la justice malienne en partie pour le droit qui a été dit et la manière dont les débats ont été menés. Et ils ont fini par conclure qu'ils
ils ont beaucoup d'espoir quant à l'issue de ce procès, notamment le verdict du 23 avril qui se dessine. Monsieur Mahamana Meississé, merci. Merci pour Africa, pour tout ce que vous nous avez fait en termes d'accompagnement, en termes de soutien pour Boukari Daou, mais aussi pour l'ensemble de la presse malienne. Vraiment, les confrères sont très fiers de Africa et de l'ensemble des médias maliens, publics et privés. C'est gentil, monsieur Cissé. Nous poursuivons toujours avec l'actualité pour parler toujours de justice, cette fois-ci hors des frontières africaines, avec le procès de Jean-Pierre Bemba, ouvert depuis le mois de novembre 2010, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, prétendument commis en tant que chef de guerre en République centrafricaine. Se poursuit toujours à la CPI à La Haye, aux Pays-Bas. La semaine dernière, la défense a procédé par vidéoconférence à l'audition d'un 10e témoin. Voici le compte-rendu de Oussouf Diagola sur des images fournies par la Cour pénale internationale. On ne connaîtra pas son nom. On ne verra pas non plus son visage. La défense a demandé à ce qu'il soit protégé. On lui donnera donc le pseudonyme D0421. Sa déposition porte sur le MLC, parti politique fondé par l'accusé Jean-Pierre Bemba et sa branche armée appelée ALC. Normalement, l'ordre venait du chef d'état-major général. Alors, quel était le rôle de M. Jean-Pierre Bemba au sein du MLC ou même de sa branche armée? M. Bemba était le président du MLC, mouvement politico-militaire, et il était le commandant suprême de l'ALC. Mais en pratique, il y a une confusion qui est apparue, où le commandant suprême parfois est appelé commandant en chef. Qui était le responsable qui s'occupait de la gestion quotidienne sur tout ce qui touche, par exemple, la conception et la planification des opérations militaires de l'ALC? La conception et la conduite des opérations de l'ALC n'est pas faite par un individu. C'est fait par un organe qu'on appelle l'état-major général, qui bien sûr cet organe a un chef, qu'on appelle le chef d'état-major général, mais c'est un travail d'équipe parce que je vous ai expliqué qu'il y a des sections. Le témoin D0421 parla également de témoignages vidéo recueillis dans la ville de Subitan, en République centrafricaine. Contrairement aux rumeurs qui nous parvenaient à Guadeloupe, les quelques exactions qu'il y a eu à Sibut sont les faits des rebelles du général François Bozizé, qui à l'époque était le commandant des forces hostiles au pouvoir en place. Jean-Pierre Bemba, qui était dans la salle, a religieusement écouté le témoin D0421 et surtout pendant le contre-interrogatoire qui tendait à disqualifier le témoin pour sa connaissance véritable du MLC et de son fonctionnement. D'autres auditions devront se poursuivre avec des témoins à décharge. À présent, l'actualité en bref et en images, rassemblée et commentée par Kadi Diakité. Au Togo, la grève des fonctionnaires a pris un tournant tragique ce lundi avec la mort d'un élève de 12 ans tué par balle lors d'une manifestation dans le nord du pays. Le gouvernement a fermé tous les établissements du primaire et secondaire et appelle au calme. Quant au principal syndicat gréviste, il a annoncé hier une suspension du mouvement pour 48 heures afin de donner une chance au dialogue. L'ancien président centrafricain François Bozizé, renversé le 24 mars dernier par la coalition Seleka, a réclamé la mise en place d'une commission d'enquête internationale sur les violences à Bangui. Le président de CHU a également démenti les propos du nouvel homme fort de Bangui, Michel Djotodia, qui avait accusé dimanche les partisans de Bozizé de vouloir une guerre civile et d'avoir tué des éléments de la Seleka. La commission électorale vénézuélienne a officiellement proclamé lundi la victoire de Nicolas Maduro à l'élection présidentielle. Une victoire contestée par son adversaire de centre droit Enrique Capriles, dont les partisans sont descendus dans les rues de Caracas pour protester contre l'élection du dauphin Hugo Chavez.
Merci Khadija Kité pour ce tour d'horizon de l'actualité. Actualité qui continue bien sûr aux États-Unis avec les drapeaux en berne jusqu'à samedi, en hommage aux victimes. Hier, peu avant 15 heures, 2 bombes ont explosé à l'arrivée du traditionnel marathon de Boston. Bilan, 3 morts, plus de 170 blessés, dont des dizaines dans un état critique. Pas de revendication pour l'instant, mais le FBI promet d'enquêter jusqu'au bout de la terre pour trouver le ou les auteurs d'un acte qui réveille les fantômes du terrorisme. Des spectateurs en larmes, des coureurs hébétés, alors que l'on n'entend plus que les sirènes des ambulances dans les rues de Boston, l'Amérique replonge dans l'angoisse. La télévision passe en boucle ces images qui en rappellent d'autres, celles d'hôpitaux débordés, de blessés choqués, pressés de rejoindre leur famille. Face à l'incompréhension qui gagne le pays, les Américains se serrent les coudes, comme en témoigne cette marathonienne. Les habitants nous ont ouvert leur maison. Ils nous ont donné à manger, des couvertures, c'était très fort. Depuis la Maison-Blanche, le président Obama s'adresse immédiatement à la nation. Solennellement, il promet d'arrêter les coupables. Nous trouverons ceux qui sont responsables. Pourquoi ils ont fait cela? Et ces personnes, ces groupes, sentiront tout le poids de la justice. Un peu partout dans le pays, les drapeaux sont mis en berne, comme ici au Capitole de Washington. Une minute de silence est observée au Sénat et à la Chambre des représentants. Les États-Unis craignent le retour du terrorisme. Barack Obama a ordonné le renforcement des mesures de sécurité dans toutes les grandes villes et les aéroports, comme ici à New York. Depuis hier, la présence policière y est nettement plus visible, notamment dans les quartiers très fréquentés et devant les grands hôtels. Nous recevons à présent Yacouba Dansoko pour la page sportive de cette édition. Yacouba, bonsoir. Bonsoir, Djibrila. Yacouba, Abidjan vient d'abriter la table ronde sur les préparatifs de l'Afrique aux Jeux Olympiques. Oui, Djibrila, cette rencontre des responsables des comités nationaux olympiques d'Afrique dans la capitale ivoirienne vise à mettre en place des mécanismes pour que l'Afrique puisse gagner le maximum de médailles lors des prochains Jeux olympiques, notamment en 2016 à Rio, au Brésil. Olympiques visait plusieurs objectifs. La mise en place d'un plan stratégique de développement, d'un plan de développement des athlètes, des entraîneurs, de partenariats, d'équipements, d'infrastructures, de ressources, enfin de coordination. Seulement, l'accent a été mis sur les résultats peu reluisants des Africains aux compétitions internationales. Comment combler l'écart entre l'Afrique et les autres continents? C'est l'une des raisons de cette rencontre d'Abidjan. L'Afrique, elle est spécialiste d'improvisation. Donc, on prépare souvent nos athlètes 3 mois ou 4 mois avant les Jeux, avant des compétitions. On n'a pas une vision à long terme. C'est toujours à court terme. C'est comme nos équipes de football. Par exemple, nos équipes de football sont entraînées par des Africains dans leur propre pays. 3 mois avant la Coupe d'Afrique des Nations, on va aller chercher des Blancs parce qu'on pense que les Blancs sont plus sorciers que les Noirs. Alors, on est dans des situations pareilles. On cherche à envoyer nos athlètes s'entraîner ailleurs. La plupart disparaissent. Ou vous envoyez des boxeurs 60 kilos, 70 kilos au village olympique. Ils voient 1 kilomètre de buffet. 2 jours après, il pèse 65, il est éliminé. Donc vous avez un touriste qui reste au village olympique pendant 15 jours. Après 3 jours de discussion avec des experts de l'ACNOA, une politique a été mise sur pied. Rencontre d'espoir, les regards sont désormais tournés vers l'ACNOA pour une mise en forme effective des recommandations de la table ronde. Yacouba, l'autre actualité sur le continent, c'est l'élection du nouveau président de la Fédération gabonaise de football qui pourrait se tenir en novembre. C'est ce qui ressort de la décision de la FIFA.
Oui, Djibrila, l'instance dirigeante du football mondial, la Fédération internationale de football, qui avait quelques jours après l'Assemblée générale du 27 mars dernier, donc décidé d'invalider la victoire de Jean de Dieu Moukani à la tête de la FEGAFOOT. Pour en parler, nous avons en ligne Berlek Lekoubat, journaliste à Gabon News. Bien, comme vous l'avez rappelé, c'était évidemment le 27 mars dernier, une élection d'ailleurs très attendue pour essayer de relever le football gabonais qui a un peu perdu ses allures depuis la CAN 2012. Deux candidats étaient en lice et c'est Jean de Dieu Moukani Wango qui l'avait emporté sur Pierre-Alain Mondeli avec 28 voix contre 22. Sauf que sitôt après le scrutin, le candidat déclaré malheureux avait dénoncé des irrégularités. Premièrement, il y avait donc le nombre de délégués, donc de votants qui était passé de 21 à 52. Il y avait également les votants qui faisaient également partie de la liste de Jean de Dieu Moukani Ouangou. Donc des irrégularités qui avaient tout de suite été dénoncées par le candidat malheureux Pierre-Alain Mondeli, qui du coup avait porté réserve, comme on dit dans le jargon du football. Alors, juste après quelques semaines, la FIFA était sortie un petit peu de sa réserve pour annoncer l'invalidation de l'élection de Moukani Ouangou, ce qui avait évidemment surpris un petit peu le monde du football gabonais. Et là, on en reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, on est sur la question, donc sur le sujet. Il s'agit de mettre en place une commission qui va gérer donc le football gabonais pendant qu'une nouvelle élection sera organisée au mois de novembre prochain. Vous voyez donc le temps que va prendre cette commission-là pour essayer de relancer un petit peu les choses. Et donc, le candidat Moukani Ouangou n'est plus président de la Fédération gabonaise de football. L'autre candidat déclaré malheureux, Pierre-Alain Mondeli, n'est pas, ça c'est normal, le président de la Fédération gabonaise de football. C'est une commission que la FIFA et la CAF ont mise en place pour gérer le football gabonais pour la période qui va de maintenant jusqu'au mois de novembre 2013. Je crois qu'on en sait un peu sur l'élection du nouveau président de la Fédération gabonaise de football. Et puis ce soir aussi... Oui, nous serons ensemble à partir de 22h. Je parle des téléspectateurs pour l'émission Shoot. Vous aurez les meilleurs moments du football mondial. C'est tout à l'heure sur Africable Télévision. Yacouba, merci d'être avec moi sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.